La main de Nathan Cole s'est figée sur la gâchette quand il les a vus. Deux assiettes sur sa table, deux fourchettes, deux tasses. Comme si quelqu'un s'attendait vraiment à ce qu'il rentre à la maison. Cela faisait 20 ans qu'il mangeait seul dans cette maison. 20 ans avec une seule assiette, une seule chaise. Une vie qui avait oublié ce que c'était de compter pour quelqu'un. Et maintenant, une inconnue se tenait dans sa cuisine. Elle coupait calmement des pommes de terre. Elle la regardait avec des yeux sans aucune peur. Puis elle a prononcé les mots qui allaient briser tout ce qu'il avait construit pour se protéger. J'ai mis la table pour deux, car je savais que vous auriez faim. Et parce que personne ne devrait manger seul quand quelqu'un était prêt à rester. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez pour que je voie jusqu'où ce récit a voyagé. La voix de Nathan était rauque, il ne l'avait pas utilisée depuis des mois, sauf pour commander son bétail. Posez ce couteau. La femme l'a posé sur le comptoir, ses mouvements étaient lents. Elle s'est essuyé les mains sur le tablier. C'était le tablier de sa mère, celui qu'il gardait plié dans un tiroir depuis 2 décennies. « Je m'appelle Clara Whitmore, dit-elle. Je suis la nouvelle institutrice. Je suis arrivée en ville il y a 3 jours. Il n'y avait aucun endroit sûr où une femme seule pouvait loger. Alors, vous êtes entré par effraction chez moi. La porte n'était pas verrouillée. La mâchoire de Nathan se contracta. Ça n'en fait pas votre maison pour autant. Je sais. Clara a soutenu son regard sans skiller. Mais je vous ai quand même préparé à dîner. L'odeur de la viande rôtie et du pain frais emplissait la petite cuisine. L'estomac de Nathan se tordit de faim. Une faim qu'il avait ignorée pendant ses 18 dernières heures à cheval. Il a baissé son fusil, mais ne l'a pas posé. Vous avez 10 secondes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas aller en ville chercher le shérif. Parce que vous ne le ferez pas. La voix de Clara est restée ferme. Le shérif Dawson m'a dit que vous étiez un homme honnête. Il a dit que si quelqu'un dans ce territoire laissait une étrangère passer la nuit sans lui faire de mal, ce serait bien Nathan Cole. Dawson est une vraie pipelette. Il essayait d'être gentil. La gentillesse, ça finit par blesser les gens. Clara a repris le couteau et a recommencé à couper les pommes de terre. Le ragoût est presque prêt. Vous pouvez me mettre dehors après avoir mangé, ou vous pouvez me mettre dehors maintenant. Dans tous les cas, je vous suis reconnaissant de ne pas fermer votre porte à clé. Nathan est resté là, immobile. 20 ans de solitude se heurtaient à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. La femme ne suppliait pas, ne pleurait pas. Elle cuisinait, comme si c'était de la chose la plus naturelle au monde. Il a posé le fusil contre le mur. Clara n'a pas souri, mais quelque chose dans ses épaules s'est détendu. Elle a servi le ragoût dans les 2 bols et les a apportés à table. Nathan la regardait se déplacer dans sa cuisine avec une familiarité qui aurait dû lui paraître étrange, mais ce n'était pas le cas. « Je ne mange pas avec des inconnus, dit-il, alors posez-moi des questions. D'ici la fin du repas, nous ne serons plus des inconnus. » Nathan a tiré la même chaise sur laquelle il s'était assis seul pendant 20 ans, et s'y est installé. Le ragoût fumait devant lui, épais, avec des légumes et de la viande qu'il n'avait pas achetés. « Où avez-vous trouvé la nourriture? » « J'ai apporté des provisions de Boston, plus que ce dont j'avais besoin pour le voyage. » Clara s'est assise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver en arrivant. « Et qu'avez-vous trouvé? » « Une ville qui ne fait pas confiance aux étrangers. Et une école avec un toit qui fuit. » Nathan a pris une bouchée. La saveur l'a frappé comme un souvenir qu'il essayait d'oublier. La chaleur de la cuisine de sa mère. Un foyer. Il s'est forcé à avaler. Si vous cuisinez comme ça, vous n'aurez aucun mal à trouver un mari. J'avais un mari. La voix de Clara ne trembla pas. Il est mort il y a 2 ans. Le silence s'est étiré entre eux. Nathan a pris une autre bouchée, puis une autre. Clara mangeait lentement, le regardant avec des yeux sombres qui avaient vu leur part de malheur. « Je suis désolé, finit-il par dire. Moi aussi. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi vous êtes ici. » Clara a posé sa cuillère. Après la mort de Thomas, sa famille a voulu tout contrôler. Où je vivais, ce que je faisais, à qui je parlais. Ils avaient des projets pour ma vie qui n'incluaient pas mon opinion. Alors, j'ai postulé pour des postes d'enseignante aussi loin de Boston que possible. Elle a fait une pause. Le Wyoming était assez loin. Nathan comprenait ce que c'était de fuir. Il le faisait depuis 20 ans, mais dans une autre direction.
Le logement de l'institutrice ne sera pas prêt avant 2 semaines, continua Clara. Les dames de l'église m'ont offert une chambre. Mais Madame Henderson m'a fait comprendre qu'elle attendait de moi que j'assiste à 3 messes le dimanche et que j'aide à toutes les œuvres de charité en échange. Le shérif Dawson a mentionné que vous aviez de la place et que vous veniez rarement en ville. Alors vous vous êtes dit que je ne remarquerais rien. Je me suis dit que ça vous serait égal. Nathan a repoussé son bol vide. Son estomac était plein pour la première fois depuis des mois. Mais cette satiété a ravivé une douleur qu'il avait appris à éviter. Ça ne m'est pas égal. Alors je partirai ce soir. Clara s'est levée et a commencé à débarrasser la table. Mais puis-je vous poser une question d'abord? Quoi? À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a préparé un repas chaud? La réponse s'est restée coincée dans la gorge de Nathan. Il a regardé Clara faire la vaisselle dans la bassine, ses mouvements efficaces et sûrs. 20 ans. 20 ans qu'il n'était pas rentré à la maison pour trouver autre chose que le silence froid et des souvenirs plus profonds que n'importe quelle blessure de guerre. Vous pouvez rester cette nuit, s'entendit-il dire. Demain, je vous ramènerai en ville. Les mains de Clara se sont immobilisées dans l'eau. Merci. Ne me remerciez pas tout de suite. Nathan a attrapé son fusil et s'est dirigé vers la porte. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de distance. Il avait besoin de se souvenir pourquoi il avait passé 2 décennies à s'assurer de ne jamais rien devoir à personne et de ne laisser personne s'approcher assez pour compter. Nathan, il s'est arrêté, la main sur le cadre de la porte. « La chambre est à vous, » dit Clara doucement. « Je dormirai près du feu, ce n'est pas... Je sais dans quelle maison je suis. Je ne vais pas prendre votre lit en plus. » Nathan voulait protester, mais la femme avait déjà pris sa décision. Il pouvait le voir à la fermeté de sa mâchoire, la même obstination qu'il reconnaissait dans lui-même. « Très bien, mais vous partez aux premières lueurs. » Il est sorti dans la nuit, laissant Clara seule dans la cuisine. Les étoiles s'étalaient dans le ciel du Wyoming comme toujours, indifférentes aux luttes humaines. Nathan avait passé des années à trouver du réconfort dans cette indifférence. Ce soir, elle lui semblait vide. Il a vérifié les chevaux, inspecté la clôture, fait tout ce qu'il pouvait pour éviter de rentrer. Mais la température a chuté et son corps était endolori par la longue chevauchée. Finalement, il n'a plus eu le choix. Quand il a poussé la porte, Clara était assise près du feu, un livre sur les genoux. Elle avait enfilé une simple chemise de nuit et s'était enroulée dans une de ses vieilles couvertures. La voir là, lisant à la lueur de la lampe, l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. « Je pensais que vous seriez déjà endormi, » dit-il. « Je ne suis pas fatigué. » Clara a fermé le livre. « Et je voulais m'assurer que vous reviendriez. Où d'autres seraient-je allé? Je ne sais pas. Mais les hommes qui vivent seuls pendant 20 ans ont généralement leurs raisons. » Nathan a accroché son chapeau à la patère près de la porte. « Qu'est-ce qui vous fait dire que ça fait 20 ans? » La poussière, le silence. La façon dont vous m'avez regardé quand je cuisinais, comme si vous aviez vu un fantôme. La voix de Clara est restée douce, mais ses mots étaient tranchants. Vous ne fuyez pas la loi, Nathan Cole. Vous fuyez quelque chose de bien pire. Vous n'avez pas le droit. Vous avez raison. Je n'ai pas le droit. Elle s'est levée, pliant la couverture avec soin. Mais je reconnais quelqu'un qui essaie d'échapper à son passé. Parce que je fais la même chose. Nathan a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mur qu'il avait construit pierre par pierre pendant 2 décennies. Vous devriez dormir un peu. Vous aussi. Ils sont restés là, dans la petite maison. 2 personnes qui avaient appris à survivre seules. Aucune ne sachant vraiment comment partager le même espace. Clara. Oui, ce ragoût. Il était bon. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. J'en suis content. Elle s'est installée près du feu et Nathan s'est retiré dans sa chambre. Il s'est allongé sur le lit, tout habillé, écoutant la maison s'installer autour de lui. Pendant 20 ans, elle avait été silencieuse. Ce soir, il pouvait entendre la respiration de Clara, le bruissement de la couverture, les petits bruits d'un autre être humain vivant dans son espace. Il n'a pas dormi. Quand l'aube a pointé, grise et froide, Nathan a trouvé Clara déjà réveillée, du café infusant sur le poêle. Elle avait plié la couverture et rangé la pièce principale. Son sac était près de la porte. « Le café est prêt, dit-elle. Nathan s'est versé une tasse, la chaleur amère le ramenant à la réalité. « Vous n'aviez pas à nettoyer, je voulais laisser la maison en meilleur état que je ne l'ai trouvée.
Ils ont bu en silence. Nathan s'attendait à ce qu'elle le supplie, qu'elle demande plus de temps, qu'elle utilise les larmes ou la manipulation. Clara n'a rien fait de tout cela. Elle a simplement fini son café, lavé sa tasse et pris son sac. Je suis prête quand vous le serez. Nathan a regardé cette femme qui avait envahi sa maison et sa solitude soigneusement ordonnée. Elle se tenait droite et fière, sans aucune trace de regret dans les yeux. Quoi qu'elle ait laissé derrière elle à Boston, cela l'avait forgé en quelque chose de plus fort que l'apitoiement. Posez ce sac, dit-il. La main de Clara s'est crispée sur la poignée. Quoi? 2 semaines. C'est ce que vous avez dit. 2 semaines avant que le logement ne soit prêt. Je pensais que j'ai changé d'avis. Nathan a posé sa tasse, sa voix rauque. Mais il y a des règles. Vous cuisinez, je m'occupe du ranch. Vous ne vous mêlez pas de mes affaires. Je ne me mêlerai pas des vôtres. Et quand ces 2 semaines seront écoulées, vous partirez. Sans discussion, sans prolongation. 2 semaines, Clara a posé le sac lentement. Pourquoi? Parce que ce ragoût était le premier repas décent que j'ai mangé depuis des mois. Et je suis fatigué de ma propre cuisine. Le mensonge est venu plus facilement que la vérité. La vérité, c'est qu'il avait passé toute la nuit à réaliser à quel point le simple son de la respiration de quelqu'un d'autre dans le noir lui avait manqué. 2 semaines à accepter Clara et Nathan. Quoi? Merci de me faire confiance. Je ne vous fais pas confiance, je suis juste fatigué d'avoir faim. Mais ils savaient tous les deux qu'ils mentaient. Les 3 premiers jours se sont passés dans un silence prudent. Nathan partait avant l'aube pour travailler au ranch. Clara nettoyait, organisait, préparait des repas qui donnaient à la maison une odeur autre que celle de la poussière et du regret. Ils dînaient ensemble sans parler plus que nécessaire. 2 personnes apprenant à graviter l'une autour de l'autre sans entrer en collision. Le 4e matin, Nathan est rentré après avoir vérifié la clôture. Il a trouvé Clara debout dans l'ancien potager de sa mère, les mains sur les hanches. « Cette terre est bonne, dit-elle. Pourquoi ne faites-vous rien pousser? Je n'ai pas le temps pour les jardins. Vous avez le temps. Vous ne voulez juste pas prendre le temps. » Nathan a senti l'irritation monter. « Vous êtes ici pour 2 semaines, vous vous souvenez? Pas assez longtemps pour planter quoi que ce soit, mais assez longtemps pour préparer la terre pour la saison prochaine. » Clara s'est tournée vers lui. « À moins que vous ne comptiez la laisser à l'abandon à nouveau. Ce que je fais de ma terre ne vous regarde pas. Vous avez raison. » Elle a brossé la terre de ses mains. « Je m'excuse. » Elle est passée devant lui pour entrer dans la maison. Nathan est resté là, avec le sentiment d'avoir gagné une dispute qu'il ne voulait pas gagner. Il a regardé le potager. 20 ans de négligence, des mauvaises herbes et une terre dure là où sa mère avait autrefois fait pousser les légumes qui les nourrissaient pendant l'hiver. Ce soir-là, au dîner, Clara était plus silencieuse que d'habitude. « Il y a un problème avec la nourriture ?» a demandé Nathan. « Non, la nourriture est très bien. Alors quoi? » Clara a croisé son regard. « J'ai dépassé les bornes aujourd'hui à propos du jardin. C'est votre maison, votre terre, votre choix. Je n'avais pas le droit de juger. » Nathan a coupé sa viande, mâchant lentement. « Ma mère s'occupait de ce jardin. Après sa mort, je l'ai laissé à l'abandon. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ça fait 20 ans. J'aurais dû en faire quelque chose depuis le temp. » Il a fait une pause. « Vous voulez vous en occuper? Allez-y. Ne vous attendez juste pas à ce que je vous aide. » Le visage de Clara s'est illuminé. Nathan a réalisé soudain qu'il venait de lui offrir plus qu'un potager. Il lui avait offert un morceau de son passé. « J'aurais besoin d'outils, dit-elle, dans la grange, 2e étagère à gauche, et de graines. Au magasin général en ville. Mettez ça sur mon compte. » Ils ont fini de dîner dans un silence confortable. Un changement par rapport au calme prudent des jours précédents. Après que Clara ait fait la vaisselle, elle l'a surpris en s'asseyant en face de lui au lieu de se retirer avec son livre près du feu. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit-elle. « Ça dépend de quoi il s'agit. Le shérif Dawson a mentionné que vous aviez fait la guerre. Confédéré ou unioniste? » La main de Nathan s'est crispée sur sa tasse. « Unioniste. Le Wyoming n'était pas encore un État, mais je me suis enrôlé en 62. Ça fait longtemps pour porter ses souvenirs. Certaines choses ne s'allègent pas avec le temps. » Clara a hoché la tête lentement. « Thomas est mort à Shiloh. Je n'ai jamais pu l'enterrer. Ils m'ont envoyé une lettre et sa montre de poche. C'était tout. » L'air entre eux a changé, se remplissant d'une compréhension mutuelle. Nathan avait vu assez de veuves de guerre pour reconnaître ce type particulier de chagrin.
celui qui vient de la perte d'un être cher au combat, le fait de ne pas savoir, les questions qui n'auront jamais de réponse. Je suis désolé, dit-il doucement. Tout le monde est désolé, mais les excuses ne les ramènent pas, et ça ne me dit pas quoi faire du reste de ma vie. La voix de Clara est restée ferme. Alors, j'ai choisi d'enseigner. J'ai choisi le Wyoming. J'ai choisi de continuer à avancer même quand tout en moi voulait s'arrêter. C'est courageux. Non. Le courage aurait été de rester et de me battre contre la famille de Thomas pour mon droit de faire mon deuil à ma façon. Ça, c'était juste de la fuite. La même chose que ce que vous faites. Nathan aurait dû être en colère face à cette accusation. Au lieu de ça, il a ressenti quelque chose proche du soulagement. Quelqu'un voyait enfin à travers les murs qu'il avait construits et ne se détournait pas. « Pourquoi avez-vous vraiment choisi ma maison ?» demanda-t-il. Les lèvres de Clara se sont courbées en un léger sourire. « Parce que le shérif Dawson a dit que vous étiez l'homme le plus seul du territoire. Et je me suis dit que la solitude comprenait peut-être mieux la solitude que la pitié ne le pourrait jamais. » Ils sont restés assis là tandis que la lampe se consumait. Deux personnes qui avaient passé des années à apprendre à survivre seules. Réalisant que peut-être, juste peut-être, survivre n'était pas la même chose que vivre. Le lendemain matin, Nathan a trouvé Clara déjà dans le jardin. Elle retournait la terre avec une détermination qui l'a fait s'arrêter pour la regarder. Elle travaillait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à prouver qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Chaque mouvement était efficace et sûr. Il s'est approché et a pris la deuxième bêche. « Je croyais que vous n'alliez pas m'aider, » dit Clara. « J'ai changé d'avis. Il faut bien que quelqu'un s'assure que vous ne plantiez pas les tomates là où les haricots devraient aller. » Clara a ri, le premier vrai rire qu'il entendait d'elle. Quelque chose dans la poitrine de Nathan s'est desserré. Un nœud qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là. Ils ont travaillé côte à côte jusqu'à midi, parlant à peine. Mais le silence semblait différent maintenant, partagé au lieu d'être séparé. Quand ils se sont enfin arrêtés, Nathan avait mal au dos et ses mains étaient sales, mais le potager semblait prêt pour les plantations de printemps. « Merci, » dit Clara doucement. « De rien. » Mais ils savaient qu'ils avaient tous les deux franchi une ligne ce matin-là. D'étrangers partageant un espace à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas encore de mots. Et quand Clara lui a souri, de la terre sur la joue et de l'espoir dans les yeux, Nathan a senti la première fissure dans l'armure qu'il portait depuis 20 ans. Les 2 semaines allaient passer trop vite, et pour la première fois depuis des décennies, Nathan Cole n'était plus sûr de vouloir être seul. Mais d'abord, Nathan devait survivre au dimanche. Clara Hodge a annoncé samedi soir qu'elle prévoyait d'assister à la messe. Le regard dans ses yeux indiquait clairement qu'elle s'attendait à ce qu'il l'accompagne. « Je ne vais pas à l'église, » dit Nathan. « Moi non plus, pendant 2 ans après la mort de Thomas. Mais cette ville pense déjà que je suis scandaleuse de rester ici. Si j'arrive seul, ils m'auront marié de force ou chassé d'ici mardi. Alors amenez le shérif. Le shérif n'est pas celui qui m'héberge. » Clara a croisé les bras. « S'il vous plaît, Nathan. 1 heure, puis nous n'en parlerons plus jamais. » Nathan voulait refuser. Il avait évité cette église pendant 20 ans. Évité les regards apitoyés et les questions sur pourquoi un homme bon comme lui ne s'était jamais remarié. Mais Clara était là, demandant protection, pas pitié. Et il s'est retrouvé à hocher la tête avant d'y avoir réfléchi. 1 heure, puis nous partons. Le sourire de Clara valait bien l'inconfort qu'il savait à venir. Dimanche matin, Nathan a mis sa chemise la plus propre. Il a essayé de se souvenir de la dernière fois qu'il s'était soucié de son apparence. Clara est sortie de la chambre dans une robe bleu foncé qui lui donnait l'air à la fois d'une institutrice et d'une veuve. Respectable, intouchable et pourtant vulnérable. « Vous êtes bien habillé, » dit-elle. « Ne vous y habituez pas. » Ils sont allés en ville en chariot, le soleil matinal réchauffant l'air. Nathan gardait les yeux sur la route, mais il sentait le regard de Clara sur lui. « Quoi ?» a-t-il fini par demander. « Vous êtes nerveux? »« Je ne suis pas nerveux. Votre mâchoire est crispée depuis que nous avons quitté le ranch. » Nathan s'est forcé à se détendre. « Je n'aime juste pas la foule. Moi non plus. Mais nous y survivrons ensemble. » L'église était déjà pleine quand ils sont arrivés. Les conversations se sont tues lorsqu'ils ont franchi la porte. Tous les yeux dans le bâtiment ont suivi leur progression dans l'allée. Nathan a senti la main de Clara se crisper sur son bras, mais elle a gardé la tête haute, ses pas assurés. Ils se sont assis au dernier rang. Nathan pouvait sentir les chuchotements lui parcourir le dos.
Le révérend Matthews a commencé le service par un sermon sur la charité et le jugement. Nathan a essayé de se concentrer sur les mots, mais tout ce qu'il entendait, c'était le bruissement des gens qui se tournaient pour les regarder. Les commentaires à peine dissimulés. Ils vivent dans le péché, si vous voulez mon avis, chuchota Madame Henderson à sa voisine. Le pauvre homme ne sait probablement pas quoi faire avec une femme dans sa maison, a répondu une autre voix. Le dos de Clara s'est raidi. Nathan s'est penché près d'elle, sa voix basse. Ignorez-les. C'est ce que je fais. Mais ses mains étaient serrées sur ses genoux, les jointures blanches. Nathan a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il a tendu la main et a couvert la sienne. Les doigts de Clara se sont desserrés, s'enroulant autour de sa paume comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Ils sont restés ainsi pendant tout le service, les mains jointes pendant que la ville les jugeait, et Nathan a réalisé qu'il se fichait de ce que ces gens pensaient, tant que Clara savait qu'elle n'était pas seule. Après le dernier cantique, ils ont essayé de partir rapidement. Mais Madame Henderson leur a barré le chemin, son visage affichant une fausse inquiétude. Mademoiselle Whitmore, j'espère que vous trouvez un logement convenable. Les dames de l'Église seraient heureuses de vous accueillir comme il se doit jusqu'à ce que votre logement soit prêt. L'hospitalité de M. Cole a été plus que convenable, dit Clara avec aisance. Madame Cole est morte depuis 20 ans, ma chère. Alors je suppose que M. Cole a appris à être un excellent hôte en son absence. Nathan a réprimé un sourire. La bouche de Madame Henderson s'est pincée. Eh bien, je suppose que certaines personnes ont des normes de bienséance différentes. Je suppose que certaines personnes s'occupent de leurs affaires, dit Nathan doucement, et d'autres non. Le visage de Madame Henderson devint rouge. Elle s'est éloignée dans un froufrou de jupe. Nathan a guidé Clara vers la porte avant que quelqu'un d'autre ne puisse les coincer. Dehors, le shérif Dawson attendait près de leur chariot, l'air désolé. Nathan, Mademoiselle Whitmore. Shérif, je voulais vous avertir tous les deux. Il y a des rumeurs. Certaines personnes pensent que votre arrangement de vie est inconvenant. Certaines personnes devraient trouver de meilleures façons de passer leur temps, dit Nathan. Je suis d'accord, mais je sais aussi comment cette ville fonctionne. Ils voient une femme logée chez un célibataire. Ils supposent le pire. Dawson a regardé Clara. Je peux reparler aux dames de l'Église, voir si elles reconsidéreront leur offre. Non, dit fermement Clara. Je reste où je suis. Mademoiselle Whitmore, je suis une veuve, shérif, pas une enfant. Je fais mes propres choix sur l'endroit où je loge et avec qui. Sa voix a porté à travers le parvis de l'Église, attirant plus de regards. Et si cette ville ne peut pas accepter qu'une femme et un homme partagent un toit sans scandale, cela en dit plus sur leur esprit que sur notre caractère. Nathan a senti une ferveur protectrice monter en lui. Clara ne se défendait pas seulement elle-même. Elle le défendait lui, défendait leur arrangement improbable contre tous les jugements portés contre eux. « Allons-y, dit-il doucement. » Ils sont montés dans le chariot, alors que Nathan s'éloignait. Il pouvait sentir Clara trembler à côté de lui, non pas de peur, mais de rage. « Je suis désolée, dit-elle après un kilomètre de silence. « Pourquoi? Pour avoir fait une scène? Pour avoir mis votre réputation en danger? » Nathan a arrêté le chariot au milieu de la route déserte. Il s'est tourné vers elle et les mots sont sortis avant qu'il ne puisse les retenir. « Clara, j'ai perdu ma réputation il y a 20 ans. Quand je suis revenu de la guerre et que je ne pouvais plus regarder personne dans les yeux sans voir les hommes que j'avais tués. Cette ville chuchote sur moi depuis le jour où j'ai arrêté de faire semblant d'aller bien. Vous n'avez rien gâché. Au contraire, vous leur avez donné quelque chose de plus intéressant à raconter que la tristesse et la détresse de Nathan Cole. » Les yeux de Clara se sont remplis de larmes qu'elle a refusé de laisser couler. « Vous n'êtes pas brisé, vous non plus. Mais nous sommes tous les deux fêlés, et ce n'est pas grave. Il a repris les rênes. Et s'ils veulent parler, qu'ils parlent. J'ai du travail à faire et vous avez un jardin à planter. Leurs opinions ne changent rien à cela. » Clara s'est essuyé les yeux. « Quand êtes-vous devenu si sage? » « Il y a environ 5 minutes. Ne vous attendez pas à ce que ça dure. » Elle a ri, et le son a chassé les derniers vestiges du jugement de l'Église. Quand ils sont rentrés au ranch, Clara a enfilé sa robe de travail et est allée directement au jardin. Nathan l'a trouvée 1 heure plus tard, creusant avec une intensité qui parlait plus de fureur que de jardinage. « Vous essayez d'atteindre la Chine? » demanda-t-il. « J'essaie de ne pas retourner en ville pour dire à Madame Henderson exactement ce que je pense de sa charité chrétienne. »
Nathan a pris une bêche. Dites-le-moi plutôt. Je peux l'encaisser. Vous voulez entendre ce que je pense vraiment? Pourquoi pas? Clara a planté la bêche dans le sol. Je pense que cette ville est pleine de gens si désespérés de se sentir supérieurs qu'ils démoliront quiconque menace leur petit jugement confortable. Je pense qu'ils vous regardent et voient une cible commode pour leur pitié, parce que ça les fait se sentir mieux dans leur propre vie vide. Et je pense qu'ils me regardent et voient une femme qui a eu l'audace de choisir l'indépendance plutôt que la sécurité. Et ça les terrifie, parce que ça veut dire que les femmes n'ont pas à accepter les vies que les hommes prévoient pour elles. Elle respirait fort, les joues rouges, les yeux flamboyants. Nathan n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi vivant. Vous avez fini? Demanda-t-il. Pour l'instant. Bien. Parce que vous avez raison sur toute la ligne et je suis content que vous l'ayez dit. Clara a cligné des yeux. Vraiment, j'ai passé 20 ans à laisser cette ville me faire sentir que j'étais moins que complet. Parce que je ne pouvais pas surmonter la guerre comme il pensait que je devrais. Il a fallu une veuve têtue de Boston pour me rappeler que je ne leur dois rien, sauf un travail honnête et un comportement décent. Nathan a enfoncé sa bêche dans le sol. Alors oui, je suis content que vous soyez en colère. Ça veut dire que vous vous battez encore. Ils ont travaillé en silence pendant un moment. Le rythme du creusage et du retournement de la terre était apaisant. Finalement, Clara a parlé, sa voix plus calme. La famille de Thomas était comme ça aussi. Toujours si soucieuse des apparences, de faire ce qu'il faut pour les mauvaises raisons. Après sa mort, ils voulaient que je porte le deuil pendant 5 ans, que je vive dans leur maison et qu'ils contrôlent chaque aspect de ma vie. Ils disaient que c'était parce qu'ils m'aimaient. Elle a fait une pause. Mais l'amour n'exige pas autant de contrôle. Qu'est-ce qu'il exige? Je ne sais plus. Thomas et moi nous sommes mariés jeunes. Nous étions plus des amis qu'autre chose. Quand il est parti à la guerre, j'ai promis d'attendre. Et je l'ai fait. Mais il n'est jamais rentré et je n'ai jamais su ce que nous aurions pu devenir. Nathan comprenait ce genre d'histoire inachevée. Avez-vous déjà regretté de l'avoir épousé? Non, mais je regrette de n'avoir jamais eu la chance de voir qui nous aurions pu être ensemble. Tout ce que j'ai, ce sont des possibilités et une montre de poche qui s'est arrêtée au moment où il est mort. L'avez-vous toujours? La montre? Toujours. Elle me rappelle que le temps n'attend pas que nous réglions nos problèmes. Clara l'a regardé droit dans les yeux. Alors quand je vois une chance de planter un jardin, de partager un repas ou de défendre un homme bon contre les commérages, je la saisis. Parce que j'ai appris qu'attendre le moment parfait, c'est manquer les vrais moments. Nathan a senti les mots s'installer dans sa poitrine comme des pierres jetées dans une eau calme, créant des ondulations qu'il ne pouvait contrôler. Cette femme était entrée dans sa maison sans y être invitée et démantelait systématiquement chaque mur qu'il avait construit. Nous devrions mettre ces haricots en terre, dit-il, parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle avait raison. Clara a souri comme si elle savait exactement ce qu'il évitait. Oui, nous devrions. Au cours de la semaine suivante, ils ont pris une routine qui ressemblait dangereusement à un partenariat. Nathan travaillait au ranch, Clara s'occupait du jardin et préparait l'école pour son poste d'enseignante. Ils prenaient leur repas ensemble, parlant de tout et de rien. De livres, du temps, de la meilleure façon de dresser un cheval, de savoir si le pain de maïs avait besoin de sucre ou juste de sel et de beurre. Nathan se surprenait à rentrer plus tôt chaque jour, trouvant des excuses pour être près de la maison quand Clara était là. Et Clara a commencé à lui poser des questions sur le ranch, sur le Wyoming, sur les choses qu'il avait vues et faites avant que la guerre ne le transforme en quelqu'un qui préférait le silence. Jeudi soir, Clara pétrissait de la pâte à pain quand Nathan s'est rentré après avoir vérifié le bétail. Elle a levé les yeux et s'est figée. Que s'est-il passé? Nathan a baissé les yeux sur sa manche déchirée, le sang suintant à travers. Le fil de fer barbelé l'a mal attrapé. Asseyez-vous. Ce n'est rien. Asseyez-vous. Nathan s'est assis. Clara s'est lavé les mains et est venue avec la trousse de secours que sa mère gardait dans la cuisine. Elle a retroussé sa manche avec précaution, ses doigts doux sur sa peau. Il faut des pointes de suture, dit-elle. Je peux m'en occuper. Je suis sûr que vous le pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Clara a infilé une aiguille avec des mains sûres. J'ai aidé à l'hôpital après la mort de Thomas. J'ai vu assez de blessures pour savoir comment les refermer. Nathan la regardait travailler, la lumière de la lampe se reflétant dans ses cheveux sombres. Son contact était compétent mais tendre.
chaque point placé avec soin. Il y avait si longtemps que personne ne l'avait touché avec gentillesse au lieu de pitié. Voilà, dit finalement Clara, en nouant le fil. Gardez-le propre et sec. Merci. Elle a commencé à se retirer, mais Nathan a attrapé sa main. Clara l'a regardé et quelque chose est passé entre eux. Une reconnaissance, une possibilité, une peur. Clara. On frappa à la porte, brisant l'instant. Nathan s'est levé, immédiatement alerte. Il faisait nuit. Personne ne venait au ranch après le coucher du soleil, sauf si quelque chose n'allait pas. Il a ouvert la porte pour trouver un jeune homme en costume coûteux, le visage crispé par l'épuisement et le dégoût. « Je cherche Clara Whitmore », dit l'homme. Clara est apparue à l'épaule de Nathan, son visage devenant pâle. James. « Bonjour Clara, ta famille m'a envoyé pour te ramener à la maison. » Nathan a senti Clara se raidir à côté de lui. L'homme, James, a regardé au-delà de Nathan comme s'il ne valait pas la peine d'être reconnu, son attention fixée sur Clara. « Tu dois revenir à Boston. Il y a des affaires qui requièrent ton attention. »« Je ne vais nulle part, » dit Clara. « Ne sois pas idiote. Tu ne peux pas sérieusement vouloir rester dans ce territoire maudit à enseigner à des enfants dans une école primitive. C'est exactement ce que je veux faire. » L'expression de James s'est durcie. « Ton beau-père est mourant, Clara. Il te réclame et il y a des questions financières, un héritage, des propriétés. Tu as des responsabilités. » Nathan a senti la main de Clara trouver son bras, le serrant fort. Il a couvert sa main de la sienne, un message silencieux. « Je suis là. »« Quand William est-il tombé malade? » demanda Clara, la voix tremblante. « Il y a 3 semaines. Nous te cherchons depuis que tu as quitté Boston. » James a finalement regardé Nathan, sa lèvre se retroussant. « Tu ne vas pas me présenter ton propriétaire? »« Voici Nathan Cole, » dit Clara doucement. « Nathan, voici James Whitmore, le jeune frère de mon défunt mari. » Les pièces se sont assemblées. Ce n'était pas juste un messager. C'était la famille venue ramener Clara dans la vie qu'elle avait fuie. « Monsieur Cole, le ton de James dégoulinait de condescendance. J'espère que vous avez été adéquatement dédommagé pour avoir hébergé ma belle-sœur. »« Elle a gagné sa place, » dit Nathan d'un ton neutre. « J'en suis sûr. » L'insinuation était claire et laide. Nathan a senti la rage monter en lui, mais la prise de Clara sur son bras s'est resserrée. Un avertissement, une supplique. « James, je suis désolé que William soit malade, mais je ne reviens pas. Tu n'as pas le choix. L'héritage. Je ne veux pas de l'héritage. » James a ri, un son sec et cruel. « Tu dis ça maintenant, mais attends d'entendre le montant. 60 000 $, Clara. Assez pour vivre confortablement pour le reste de ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer à la maison et de signer les papiers. » Le chiffre flottait dans l'air entre eux. 60 000 $. Une fortune qui pourrait tout changer. Nathan a senti la main de Clara glisser de son bras. « Je dois réfléchir, dit-elle. »« Il n'y a rien à réfléchir, » a rétorqué James. « Tu reviens avec moi demain. Nous avons une chambre d'hôtel en ville. Fais tes bagages. » Non, le mot est sorti fort, mais Nathan a entendu le tremblement en dessous. Clara se battait, mais le poids des attentes et des obligations l'écrasait. « Je viendrai en ville demain et nous en discuterons correctement, » a poursuivi Clara. « Mais je ne pars pas ce soir et je ne fais aucune promesse. » La mâchoire de James s'est crispée. « Très bien. Demain, 10 heures au Grand Hôtel. Ne me fais pas revenir ici, Clara. C'est indigne de nous deux. » Il est parti sans un mot de plus, montant dans une calèche luxueuse qui semblait absurde sur la route accidentée du Wyoming. Nathan a fermé la porte et s'est retourné pour trouver Clara debout au milieu de la cuisine, son visage illisible. « 60 000 $, dit-elle doucement. « C'est beaucoup d'argent. C'est tout. La sécurité, la liberté, l'indépendance. » Elle l'a regardé et ses yeux étaient pleins de quelque chose qui ressemblait à du chagrin. « Tout ce que j'ai dit vouloir en quittant Boston. Mais ça vient avec des conditions. C'est toujours le cas avec les Whitmore. Ils voudront que je retourne à Boston, que je sois de nouveau sous leur contrôle, que je prenne des décisions basées sur ce qui est le mieux pour le nom de la famille, au lieu de ce qui est le mieux pour moi. » Nathan voulait lui dire de refuser, de rester, de choisir cette vie à moitié construite qu'il créait plutôt que la sécurité de la richesse et de la société de Boston. Mais il n'avait pas le droit de lui demander ça. « Que veux-tu, Clara? » « Je ne sais plus. » Elle s'est effondrée sur une chaise, les mains tremblantes.
Il y a un mois, j'aurais dit que je ne voulais rien d'eux. Mais maintenant, 60 000 pourraient construire une vraie école ici, pourraient aider tout ce territoire, pourraient me donner des choix que je n'ai jamais eus, pourraient aussi te piéger dans une vie que tu as fui. Oui, ils sont restés assis en silence, la lampe se consumant entre eux. Finalement, Clara a parlé, sa voix à peine un murmure. Viendras-tu avec moi en ville demain? Tu es sûr de me vouloir là-bas? Je suis sûr de ne pas vouloir les affronter seul. Nathan a hoché la tête. Alors j'y serai. Clara s'est levée et s'est dirigée vers la chambre, puis s'est arrêtée à la porte. Nathan, cette routine que nous avons prise cette semaine, les repas, les conversations, le jardin, ça ressemblait plus à la liberté que n'importe quelle somme d'argent ne le pourrait jamais. Elle a disparu dans la chambre avant qu'il ne puisse répondre, laissant Nathan seul avec un feu mourant et la terrible certitude que demain pourrait lui enlever la première bonne chose qu'il s'était permis de désirer en 20 ans. Aucun d'eux n'a dormi cette nuit-là. Nathan a entendu Clara bouger après minuit, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Il s'est levé et l'a trouvée assise à la table de la cuisine, la montre de poche de Thomas ouverte dans sa paume. Elle s'est arrêtée à 2h47, dit-elle sans lever les yeux. Le moment où la balle l'a touchée. J'avais l'habitude de la remonter tous les jours pour essayer de faire avancer le temps. Mais elle est passée. Aucune remontée ne la réparera. Nathan s'est assis en face d'elle. Tu penses à y retourner? Je pense à ce que rester me coûterait et à ce que partir me coûterait. Clara a refermé la montre avec un léger clic. Ce n'est plus la même chose, Nathan. Plus maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Elle a enfin croisé son regard. Tu sais ce qui a changé. Les mots sont restés entre eux, lourds de sens. Aucun n'était prêt à les nommer. Nathan a senti sa poitrine se serrer. 60 000 $, c'est beaucoup à abandonner. Tout comme le premier endroit où je me suis senti chez moi en 2 ans. Clara, s'il te plaît, ne me dis pas quoi faire. J'ai besoin de régler ça moi-même. Nathan a hoché la tête et s'est levé. J'attellerai le chariot à l'aube. Il est retourné se coucher, mais n'a pas fermé les yeux. Aux premières lueurs, il a trouvé Clara déjà habillée, le visage pâle mais déterminé. Ils sont allés en ville dans un silence qui ne ressemblait en rien au calme confortable qu'ils avaient construit ces dernières semaines. Le grand hôtel se dressait sur la rue principale comme un monument à tout ce que le Wyoming n'était pas. Des dorures et des lustres en cristal importés de l'Est. James attendait dans le hall avec 2 autres hommes, tous deux vêtus de costumes coûteux qui donnaient à Nathan l'impression d'être de la boue. Clara. James s'est levé, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Pile à l'heure, je vois que tu as amené ton escorte. Nathan reste, dit fermement Clara. Ce sont des affaires de famille. Or, il fait partie de la famille. Il reste où je pars. La mâchoire de James s'est crispée, mais il a fait un geste vers la salle à manger privée. Très bien. Messieurs, voici la veuve de mon défunt frère, Clara Whitmore. Clara, voici Harrison Blackwell, l'avocat de notre famille, et Victor Peaton, le conseiller financier de père. Les hommes ont hoché la tête sans chaleur. Nathan a reconnu leur genre. Des hommes qui mesuraient la valeur en dollars et regardaient les gens comme lui comme des obstacles au profit. Ils se sont assis autour d'une table polie. James a poussé un dossier en cuir vers Clara. Les termes sont simples. Père est mourant. Il veut te voir une dernière fois avant de partir. En échange, il est prêt à te céder l'intégralité de l'héritage de Thomas. 60 000 $ plus la maison familiale à Boston. Clara a ouvert le dossier, parcourant les papiers. Et les conditions? Tu retournes à Boston dans le mois. Tu vis dans la maison familiale pendant au moins 2 ans. Et tu acceptes de servir d'administratrice pour la fondation caritative de la famille, ce qui requiert ta présence à des réunions trimestrielles. Donc, je dois abandonner ma vie ici. Quelle vie? La voix de James dégoulinait de mépris. Enseigner à des enfants de fermiers dans une école à une seule pièce? Vivre dans la maison d'un cow-boy comme une... Finissez cette phrase, dit Nathan doucement, et nous en aurons terminé ici. Le visage de James a rougi. Cela ne te regarde pas. Ça me regarde quand vous insultez la femme assise à côté de moi. Blackwell s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les avantages financiers. Mademoiselle Whitmore, 60 000 $, c'est assez pour vivre indépendamment pour le reste de votre vie. Vous n'auriez pas à enseigner. Vous n'auriez pas à dépendre de la charité de qui que ce soit. Je ne dépends pas de la charité.
Je gagne ma vie en cuisinant et en nettoyant. Le ton de Victor Putton était mielleux. Clara, vous êtes une Whitmore. Vous méritez mieux que la servitude domestique. Nathan a senti la main de Clara se crisper sur ses genoux. Il l'a couverte de la sienne sans se soucier de ce que ses hommes pensaient. Je mérite de faire mes propres choix, dit Clara. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et tu le peux, dit James doucement. Prendre l'argent, reviens à Boston. Une fois que père sera parti, tu seras libre de faire ce que tu veux. Voyager, investir, vivre n'importe où dans le monde. Mais tu dois d'abord remplir les conditions. Combien de temps reste-t-il à William? Le docteur dit 6 mois au plus, probablement moins. Le souffle de Clara s'est coupé. Malgré sa colère contre la famille Whitmore, William avait été gentil avec elle quand Thomas était en vie. La pensée de le voir mourir seul la blessait clairement. Puis-je y réfléchir? Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui. Nous partons par le train de l'après-midi. James s'est penché en avant. Clara, sois raisonnable. Qu'est-ce que le Wyoming t'offre que 60 000 $ ne peuvent pas t'offrir? Clara a regardé Nathan et il a vu la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. La sécurité contre la liberté, l'obligation contre le choix. Une vie planifiée par d'autres contre une vie construite à partir de rien. Il m'offre la chance de devenir quelqu'un d'autre que la veuve de Thomas Whitmore, dit-elle finalement. Ici, je suis Clara, juste Clara. J'enseigne parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Je plante des jardins, je cuisine des repas, et j'ai des conversations avec quelqu'un qui me voit comme une personne, pas comme une possession. Quelle noblesse, a ricané James. Et combien de temps ça durera quand l'hiver viendra et que tu gèleras dans une école délabrée? Quand tu réaliseras que ce cow-boy ne peut rien t'offrir d'autre qu'un travail acharné et la pauvreté. Nathan a commencé à se lever, mais la prise de Clara sur sa main s'est resserrée. Nathan m'a donné plus en 3 semaines que votre famille en 5 ans de mariage. Il m'a donné le respect, la confiance, la liberté d'être en colère, effrayée et humaine sans jugement. Il ne t'a donné que de faux espoirs, a rétorqué James. Regarde-le, Clara. Regarde-le vraiment. C'est un éleveur fauché sans avenir, sans perspective, qui vit dans le passé. C'est ça que tu veux? Gâcher ta vie avec quelqu'un qui ne peut même pas se permettre de t'acheter une robe décente? Les mots ont frappé comme des balles. Nathan a senti chacun d'eux atterrir, confirmant ce qu'il savait depuis le début. Qu'il n'avait rien à offrir à quelqu'un comme Clara, sauf une vie dure et un ranch solitaire. On a fini ici. Nathan s'est levé, entraînant Clara avec lui. Allez, attente, Blackwell a levé la main. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, mademoiselle Whitmore. L'héritage n'est pas seulement de l'argent. Votre beau-père vous laisse également une participation majoritaire dans l'entreprise textile familiale. Ce sont 3 usines employant plus de 500 personnes. Si vous refusez l'héritage, ces usines seront vendues aux plus offrants. Très probablement, elles seront démantelées. Les ouvriers licenciés. Clara s'est figée. William ne ferait pas ça. William veut s'assurer que l'entreprise reste dans la famille. Il te fait confiance pour la protéger. Mais si tu refuses, la décision revient au conseil d'administration. Et ils ont déjà reçu des offres de concurrents. C'est du chantage, dit Nathan. C'est la réalité, a répondu Victor. Parfois, nos choix affectent plus que nous-mêmes. Clara s'est assise sur sa chaise, le visage cendré. 500 ouvriers, 500 familles, ajouta James. Tous dépendent de l'acceptation et de la bonne gestion de cet héritage. Ta petite aventure dans le Wyoming vaut-elle la peine de détruire leurs moyens de subsistance? Nathan se sentit mal. Il l'avait parfaitement piégé, faisant en sorte que ce soit plus qu'une question d'argent, plus qu'une obligation familiale. Ils en avaient fait une question de personnes qui n'avaient pas voix au chapitre, mais dont les vies étaient en jeu. Combien de temps ai-je pour décider? La voix de Clara était à peine audible. Le train part à 3 heures. Sois dedans ou l'offre expire. James s'est levé. Je sais que c'est difficile, Clara, mais parfois, faire ce qui est juste signifie sacrifier ce que nous voulons pour ce qui est nécessaire. Thomas l'a compris quand il est parti à la guerre. Je pensais que tu le comprendrais aussi. Les hommes sont sortis, laissant Clara et Nathan seuls dans la salle à manger. Elle laisse rester assise, immobile, fixant les papiers étalés sur la table. « Parle-moi, dit Nathan. 500 familles, Nathan. Des enfants qui ont besoin que leurs parents aient du travail.
Des femmes qui dépendent de ces salaires pour nourrir leur famille. Les mains de Clara tremblaient. Comment puis-je choisir mon bonheur plutôt que leur survie? Tu ne sais pas s'ils vendront l'entreprise. Ils le feront. Victor Putton essaie de vendre depuis des années. William est le seul qui a refusé. Elle a levé les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. Si je ne rentre pas, je détruis des vies. De vraies personnes qui n'ont jamais rien fait de mal, sauf travailler pour la famille Whitmore. Nathan s'est agenouillé à côté de sa chaise. Ou tu les laisses te manipuler pour que tu abandonnes tout ce que tu veux, en te rendant responsable de leurs mauvaises décisions commerciales. Peu importe si c'est de la manipulation, le résultat est le même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Clara s'est essuyé les yeux et Nathan a vu le moment où elle a fait son choix. C'était là, dans la posture de ses épaules, la façon dont sa mâchoire s'est crispée avec résolution. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Je vais faire face à mes responsabilités au lieu de les fuir. Les mots ont frappé Nathan plus durement que toutes les insultes de James. Tu vas y retourner, je le dois. Non, tu n'es pas obligé, Nathan. 500 personnes trouveront un autre travail. Mais tu n'auras qu'une seule vie, Clara. Une seule chance de choisir ce que tu veux vraiment, au lieu de ce que tout le monde attend de toi. Et ce que je veux n'a pas d'importance quand ça coûte tout aux autres. Nathan s'est levé, sentant le poids familier de la perte s'installer sur lui. Il savait que ça allait arriver. Il le savait depuis le moment où James était apparu qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec 60 000 $ et une obligation familiale. Quand pars-tu? Le train est à 3 heures, alors nous devrions t'aider à faire tes bagages. Nathan, ce n'est pas grave, je comprends. Il s'est dirigé vers la porte, ayant besoin d'air, d'espace, ayant besoin de reconstruire les murs qu'il avait laissé Clara démanteler. J'attendrai dehors. Il a atteint l'entrée de l'hôtel avant que Clara ne lui attrape le bras. Ne fais pas ça, dit-elle. Ne me rejette pas. Je ne te rejette pas. J'accepte la réalité. Tu retournes à Boston, je reste ici. Fin de l'histoire. Ça ne doit pas forcément se terminer comme ça. Si ça doit, parce que je ne peux pas te donner ce qu'ils peuvent. Je ne peux pas te donner la sécurité, la richesse ou un moyen de sauver 500 familles. Tout ce que j'ai, c'est un ranch en difficulté et une maison pleine de fantômes. Nathan s'est forcé à croiser son regard. Retourne à Boston, Clara. Prends l'argent. Sauve les ouvriers. Vis la vie que tu mérites. La vie que je mérite est celle que je choisis. Alors choisis, mais choisis honnêtement. Ne reste pas ici par culpabilité, par pitié ou par un sentiment de loyauté mal placé envers un cow-boy brisé que tu connais depuis 3 semaines. Le visage de Clara s'est décomposé. C'est ce que tu penses, que je resterai par pitié? Je pense que tu es une bonne personne qui essaie de sauver tout le monde. Mais tu ne peux pas me sauver, Clara. Je suis perdu depuis 20 ans, et 3 semaines de repas chauds ne changent rien à ça. Tu n'es pas perdu, tu as peur. L'accusation l'a piqué parce qu'elle était vraie. Nathan était terrifié de vouloir quelque chose, de perdre quelque chose. De croire, ne serait-ce qu'un instant, que le bonheur était possible. Peut-être que oui, mais ça ne change rien. Ça change tout. Clara a attrapé ses 2 mains, le forçant à lui faire face. Je suis venu dans le Wyoming pour m'échapper. Mais ces dernières semaines avec toi, je n'ai pas fui. J'ai construit quelque chose de réel et je pense que toi aussi. La réalité, c'est ce train qui part à 3 heures. Et tu dois être dedans. Pourquoi? Pour que tu puisses retourner à ta solitude. Pour que tu puisses te prouver que tu avais raison de ne jamais laisser personne s'approcher. Pour que tu puisses faire ce qui est juste pour ces ouvriers et pour toi-même. Et qu'en est-il de ce qui est juste pour nous? La question est restée en suspens entre eux. Nathan voulait répondre honnêtement. Lui dire que chaque moment avec elle avait été comme un retour à la vie après 20 ans de mort. Mais les mots sont restés coincés dans sa gorge, piégés derrière des décennies de peur et de perte. Il n'y a pas de news, Clara. Il y a juste 2 personnes qui se sont entraidées pendant un petit moment. Clara a reculé comme s'il l'avait giflé. Très bien, si c'est ce que tu as besoin de croire. Elle est passée devant lui et est sortie de l'hôtel. Nathan l'a suivie en gardant ses distances. Ils sont retournés au ranch dans un silence écrasant. À la maison, Clara a emballé ses quelques affaires avec une efficacité mécanique. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant, mémorisant la façon dont elle pliait ses vêtements, la posture de ses épaules, la détermination tranquille dans chaque mouvement.
Je te ramènerai en ville, dit-il. Je peux marcher. C'est à 3 miles. J'ai marché plus loin. Mais elle l'a laissé atteler le chariot quand même. Alors qu'il retournait vers la ville, Clara a parlé sans le regarder. Je dois te dire quelque chose à propos du jardin. Quoi? J'ai planté 3 sortes de haricots différents. Des variétés à croissance rapide qui seront prêtes en 60 jours. Tu dois les arroser tous les 2 jours, plus s'il fait chaud. Les tomates ont besoin de tuteurs, sinon elles tomberont. Et les herbes sur le bord, ce sont des vivaces. Elles reviendront chaque année si tu les laisses faire. La gorge de Nathan s'est serrée. Pourquoi tu me dis ça? Parce que quelqu'un devrait s'en occuper, même si ce n'est pas moi. Ils sont arrivés en ville avec 1 heure d'avance. Clara est descendue du chariot, son sac à la main. Merci, dit-elle, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si je le dois. Tu m'as donné un foyer quand j'en avais besoin. Tu m'as traité comme une égale quand tout le monde me voyait comme un fardeau ou un scandale. Tu m'as fait croire que je pouvais choisir mon propre chemin. La voix de Clara s'est brisée. Même si je choisis le mauvais maintenant, ce n'est pas le mauvais si c'est ce que tu dois faire. Continue de te dire ça, Nathan. Peut-être que tu finiras par y croire. Elle s'est retournée pour partir et Nathan a su que c'était sa dernière chance. Sa dernière chance de se battre pour quelque chose au lieu de le laisser s'échapper. Sa dernière chance d'être courageux au lieu d'être en sécurité. Clara, attends. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Si tu montes dans ce train, je comprendrai, mais je veux que tu saches quelque chose. Nathan a pris une profonde inspiration. Ces 3 semaines n'étaient pas rien pour moi. Tu n'étais pas rien pour moi, et je suis désolé de ne pas être assez courageux pour te demander de rester. Clara s'est alors retournée, des larmes coulant sur son visage. Et si je ne suis pas assez courageuse pour partir? Alors ne pars pas. Mais les ouvriers, ils survivront. Les gens sont plus résistants que les Whitmore ne le pensent. Mais si tu montes dans ce train, je ne sais pas si moi, je survivrai. L'aveu est resté en suspens entre eux. Clara a franchi la distance, se tenant si près que Nathan pouvait voir chaque larme, chaque doute, chaque espoir dans ses yeux. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle murmuré. « Si tu le sais depuis le moment où James est arrivé. Tu as juste peur de le choisir, parce que faire le mauvais choix signifie tout détruire. Et faire le bon choix pourrait aussi. Mais au moins, tu sauras que tu as choisi au lieu de les laisser choisir pour toi. » Un sifflet de train a retenti au loin, 15 minutes avant le départ. Clara a regardé vers la gare, puis de nouveau vers Nathan. Si je reste, tout change. Si tu pars, rien ne changera jamais. Clara a fermé les yeux. Nathan a regardé son visage, voyant la décision se former comme l'aube se levant sur les montagnes. Quand elle a rouvert les yeux, ils étaient clairs. « Aide-moi avec mon sac, Nathan. » J'ai dit, « Aide-moi avec mon sac. Je vais dire à James Whitmore exactement ce que je pense de son héritage, de ses conditions et de sa manipulation. Et ensuite, je vais retourner à ton ranch et planter le reste de ce jardin. Parce qu'au diable ce qu'ils veulent, au diable ce qui est attendu, et au diable la peur qui contrôle ma vie depuis 2 ans. » Nathan a senti quelque chose dans sa poitrine se briser en 1000 morceaux. « Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi terrifiée et aussi certaine de ma vie. » Clara a attrapé sa main. « Mais maintenant, emmène-moi à Cedar avant que je ne perde mon courage. » Ils ont couru. James était déjà sur le quai quand ils sont arrivés, vérifiant sa montre de poche avec l'air satisfait d'un homme qui a gagné. « Clara, je suis content que tu aies retrouvé la raison. Je suis venu te dire non. » La voix de Clara a résonné clairement sur le quai. « Je ne prends pas l'héritage. Je ne retourne pas à Boston et je ne te laisserai plus, ni personne d'autre, contrôler ma vie. » Le sourire de James s'est figé. « Ne sois pas ridicule. Le train est sur le point de partir. Alors tu devrais monter dedans. Clara, pense aux ouvriers. J'y ai pensé. Et je pense que la famille Whitmore les utilise comme moyen de pression depuis trop longtemps. Si vous vous souciez vraiment de ces 500 familles, vous géreriez l'entreprise correctement au lieu de menacer de la vendre chaque fois que quelqu'un ne fait pas ce que vous voulez. » Blackwell s'est avancé. « Mademoiselle Whitmore, vous faites une terrible erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à moi. » Clara a sorti les papiers de l'héritage de son sac et les a déchirés proprement en deux. « Dis à William que je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais je n'échangerai pas ma liberté contre sa tranquillité d'esprit. »
Elle a laissé tomber les papiers déchirés aux pieds de James. Son visage est devenu rouge foncé. Ingrate, cette famille t'a tout donné. Thomas t'a tout donné. Thomas m'a donné l'amitié et la gentillesse. Votre famille m'a donné des attentes et du contrôle. La voix de Clara n'a pas vacillé. Il y a une différence. Tu le regretteras, sifflait James. Quand l'hiver viendra et que tu mourras de faim dans ce territoire maudit, ne reviens pas en rampant à Boston. Je n'aurai pas à le faire. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici même. Le sifflet du train a retenti. Victor et Blackwell sont montés à bord, mais James est resté sur le quai, les yeux fixés sur Nathan. C'est de ta faute. Tu l'as convaincu de jeter son avenir par la fenêtre. Je lui ai dit de monter dans le train, dit Nathan d'un ton neutre. Elle a choisi de rester, comme c'est pratique pour toi. 60 000 entrent dans ta vie et comme par hasard, tu l'as fait tomber amoureuse de toi. Clara s'est interposée entre eux. Personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit. C'est le point que vous n'avez jamais compris. Je suis capable de prendre mes propres décisions. Mauvaises décisions, elles sont miennes, et c'est ce qui les rend justes. L'expression de James a changé pour quelque chose de plus laid. Un mépris mêlé de calcul. Très bien, garde ton cowboy et ta pauvreté. Mais ne pense pas que c'est fini. La famille Whitmore n'oublie pas la trahison. Il est monté dans le train alors qu'il commençait à bouger. À travers la fenêtre, Nathan l'a vu le regarder, et le regard dans ses yeux promettait que ce n'était pas terminé. Clara a regardé le train disparaître, tout son corps tremblant. Nathan a posé sa main sur son épaule. « Ça va? Demande-moi demain. » Elle s'est tournée vers lui et ses yeux flambaient. « Pour l'instant, j'ai besoin de boire beaucoup ou de crier au ciel ou quelque chose d'aussi dramatique. Et si on rentrait simplement à la maison? »« À la maison. » Clara a testé le mot. « Oui, rentrons à la maison. » Ils avaient fait la moitié du chemin vers le chariot quand le shérif Dawson les a interceptés, le visage troublé. « Mademoiselle Whitmore, je dois vous parler. Si c'est à propos de la bienséance, c'est à propos de votre poste d'enseignante. » Dawson s'est agité, mal à l'aise. « Le conseil scolaire a tenu une réunion d'urgence ce matin. Ils ont décidé de résilier ton contrat. » Les mots sont frappés comme un coup physique. Clara est devenue pâle. Pour quel motif? Ils ont dit qu'une femme vivant dans le péché avec un célibataire ne peut pas être digne de confiance pour enseigner les valeurs morales aux enfants. Je ne vis pas dans le péché. Je loue une chambre. Ce n'est pas comme ça que Mme Henderson et son comité le voient. Et avec la famille de votre mari qui quitte la ville en disant que vous avez choisi le scandale plutôt que le devoir. Dawson avait l'air sincèrement désolé. J'ai essayé de plaider en votre faveur avant, mais ils ont voté à 4 contre 1 contre vous. Nathan a senti la rage monter en lui. Qui a voté contre? Henderson, Pritchard, Coulson et Matthews. Le révérend a voté pour la renvoyer. Il a dit qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, soutenir une enseignante dont la moralité était douteuse. Clara a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Alors, j'ai refusé 60 000 $ pour rester ici et enseigner, et ils m'ont renvoyé pour avoir fait ce choix. « Je suis désolé, » a dit Dawson. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, il n'y a rien. Mais merci d'avoir essayé. » Le shérif a touché son chapeau et est parti. Clara est restée figée et Nathan pouvait l'avoir analysé les implications. Pas de travail, pas de revenus, aucun moyen indépendant de subvenir à ses besoins dans le Wyoming. « Eh bien, dit-elle finalement, je suppose que James avait raison sur une chose. Je suis une idiote. Tu n'es pas une idiote. Je viens d'abandonner une fortune et de perdre mon travail le même jour. Comment appellerais-tu ça? Courageuse. Stupide et courageuse peut-être, mais courageuse. Le rire de Clara était tremblant. Le courage ne paye pas la nourriture. Non, mais l'élevage, si, quand c'est bien fait. Et j'aurais bien besoin d'une partenaire. Elle l'a regardé vivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que le ranch a des difficultés parce que je le gère seul. Mais à deux, nous pourrions nous agrandir, élever plus de bétail, peut-être acheter des chevaux de reproduction. Partager le travail et partager les bénéfices. Nathan, je ne connais rien à l'élevage. Tu sais travailler dur. Tu sais t'accrocher à quelque chose quand ça devient difficile. C'est plus que ce que la plupart des employés de ranch apportent. Il a fait une pause. Et tu as déjà prouvé que tu pouvais transformer une terre morte en jardin. Imagine ce que tu pourrais faire avec le reste des terres. Clara a étudié son visage. C'est de la charité?
C'est des affaires. J'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'un revenu. Nous travaillons ensemble. Nous en bénéficions tous les deux. Et la ville peut aller au diable. Nous ne faisons pas ça pour eux. Clara a pris une profonde inspiration, puis a hoché la tête. D'accord, partenaire, mais je veux un salaire juste, pas des aumônes. Marché conclu. 20% des bénéfices du ranch plus le gîte et le couvert. 30%, je ferai la moitié du travail. 25, tu apprendras en travaillant. Marché conclu. Clara a tendu la main. Nathan l'a serrée, sentant la force dans sa poigne. Quand est-ce que je commence? Tout de suite. La clôture du pâturage nord a besoin d'être réparée. Ils ont travaillé jusqu'au coucher du soleil. Clara apprenant à tendre du fil de fer barbelé sans se couper. Nathan lui enseignant le rythme du travail de ranch. Quand ils ont fini, les mains de Clara étaient couvertes d'ampoules et sa robe était déchirée. Mais ses yeux brillaient d'accomplissement. Je l'ai fait, dit-elle en regardant la clôture réparée. Tu l'as fait. Demain, on s'occupera du marquage au fer. Il y en a encore? Il y en a toujours plus. C'est ça, l'élevage. Ils sont rentrés à la maison dans l'obscurité grandissante. À la maison, Clara a préparé le souper pendant que Nathan s'occupait des chevaux. La routine semblait naturelle maintenant, comme s'il faisait ça depuis des années, au lieu de quelques semaines. Pendant le dîner, Clara a posé la question que Nathan attendait. Qu'est-ce qui se passera quand la ville rendra cela impossible? Quand ils refuseront de nous vendre des provisions ou de nous servir au magasin général? Alors nous irons à la ville voisine. C'est plus loin, mais on se débrouillera. Et quand ils répandront des rumeurs sur nous? Quand ils rendront l'atmosphère si toxique que personne ne voudra faire affaire avec nous? Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort en réussissant quand même. Nathan a posé sa fourchette. Clara, je ne vais pas te mentir. Ça va être dur, plus dur que tu ne le penses. Mais si tu es sérieuse à l'idée de rester, nous trouverons un moyen de nous en sortir. Je suis sérieuse. Je ne veux juste pas que tu m'en veuilles quand tout le territoire se retournera contre nous. S'ils se retournent contre nous, ce sera parce qu'ils sont trop étroits d'esprit pour voir ce que nous construisons. C'est leur perte, pas la nôtre. Clara a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Tu fais comme si c'était simple. Ce n'est pas simple. C'est juste nécessaire. Ils ont fini de dîner dans un silence pensif. Clara a fait de la vaisselle pendant que Nathan travaillait sur les livres de compte du ranch, additionnant des chiffres qui ne collaient pas tout à fait. La sécheresse avait fait plus de mal qu'il ne l'avait admis et les prix du bœuf étaient en baisse. Même avec l'aide de Clara, il leur faudrait une bonne année pour rentrer dans leurs frais. On frappa à la porte, interrompant ses calculs. Nathan a ouvert pour trouver Tom Miller, un des éleveurs voisins, chapeau à la main. « Tom, qu'est-ce qui t'amène si tard? J'ai besoin de te parler de la situation de l'eau. » Nathan est sorti, fermant la porte derrière lui. « Qu'est-ce qu'il y a? » « Le ruisseau coule plus bas que d'habitude. Dawson et moi, on pensait construire un barrage sur notre propriété pour garder assez d'eau pour nos troupeaux. Ce ruisseau traverse aussi mes terres. Je sais, mais tu as le plus petit troupeau. Il semblait juste que ceux qui ont plus de bétail aient un accès prioritaire à l'eau. Nathan a senti sa mâchoire se crisper. Ce qui serait juste, ce serait de la partager équitablement, comme nous l'avons toujours fait. C'était avant que tu aies d'autres priorités. Tom a jeté un coup d'œil vers la maison. On dit que tu es distrait ces derniers temps, que tu ne fais peut-être pas attention aux affaires du ranch comme tu le devrais. Mes affaires personnelles n'affectent pas les droits sur l'eau. Peut-être qu'elles le devraient. Un homme qui ne peut pas gérer sa propre réputation ne peut probablement pas gérer ses ressources non plus. Sors de ma propriété, Tom. C'était juste un bon voisin. Je pensais que tu devrais savoir ce que les gens pensent maintenant. Je sais. Pars. Tom a touché son chapeau et est parti à cheval. Nathan est resté dans le noir. La rage et la frustration se battaient dans sa poitrine. Ça commençait. L'isolement, la pression, la lente étreinte qui rendrait leur séjour ici intenable. Il est rentré pour trouver Clara qui l'attendait. Qu'est-ce qu'il voulait? Nathan a envisagé de mentir, de la protéger de la réalité de ce à quoi ils étaient confrontés. Mais Clara méritait la vérité. Il voulait nous couper nos droits sur l'eau, réclamer le ruisseau pour lui et Dawson. Peut-il faire ça? Pas légalement. Mais si assez d'éleveurs décident que je ne vaux pas la peine d'être défendu, ils peuvent en me rendre la vie impossible jusqu'à ce que j'abandonne et que je vende. Le visage de Clara s'est durci. Alors nous n'abandonnerons pas. Clara, je n'ai pas refusé 60 000 $ pour laisser Tom Miller et sa politique de ruisseau nous chasser.
On se bat. Se battre nécessite des ressources que nous n'avons pas. Alors, on va être créatif. Clara a commencé à faire les 100 pas, son esprit travaillant clairement. Et si on creusait un puits, ou si on détournait une partie du ruisseau avant qu'il n'atteigne leur propriété, un puits coûte de l'argent. Un détournement nécessite du matériel que nous ne pouvons pas nous permettre. Et les alliés? Il doit y avoir d'autres éleveurs qui ne sont pas d'accord avec Miller. Nathan y a réfléchi. Le vieux Jack Patterson n'a jamais beaucoup aimé Miller. Et la veuve Chen pourrait nous soutenir. Elle sait ce que c'est que d'être mis à l'écart. Alors on va leur parler. On va former une coalition. On va leur faire comprendre que ce que Miller nous fait, il pourrait le faire à n'importe qui. Nathan a regardé cette femme qui était dans le Wyoming depuis moins d'1 mois. Elle pensait déjà comme une éleveuse. Elle se battait déjà comme quelqu'un qui a tout à perdre. Tu es vraiment quelqu'un, tu sais. Je suis une partenaire. Les partenaires résolvent les problèmes ensemble. Ils sont restés éveillés tard pour faire des plans. Qui approcher? Quoi offrir? Comment protéger leurs droits sur l'eau sans déclencher une guerre avec les ranchs voisins? Quand ils ont fini, Nathan avait mal à la tête et les yeux qui brûlaient, mais il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Le lendemain matin, ils sont partis à cheval vers le ranch des Patterson. Jack avait 70 ans, si ce n'est plus. Buriné et dur comme du vieux cuir. Il a écouté leurs propositions sans les interrompre. Alors Miller passe à l'action, dit-il finalement. Je m'y attendais. Cet homme a des ambitions plus grandes que son bon sens. Nous soutiendrez-vous? A demandé Clara. Qu'est-ce que j'y gagne? Un accès équitable à l'eau et la certitude que si nous n'arrêtons pas ça maintenant, vous pourriez être le prochain. Jack a étudié Clara avec intérêt. Vous êtes l'institutrice qu'ils ont renvoyée. C'est de moi. J'ai entendu dire que vous aviez refusé une fortune pour rester ici. C'est exact. Ça fait de vous soit la femme la plus courageuse du Wyoming, soit la plus grande idiote. Jack a souri, montrant des dents tachées de tabac. Je parie sur le courage. D'accord, j'en suis. Mais j'espère que ça ne me retombera pas dessus. Ça n'arrivera pas, a promis Nathan. On va faire ça dans les règles. Ils ont passé la semaine suivante à construire leur coalition. La veuve Chen a accepté de les soutenir. 2 plus petits éleveurs qui avaient été pressurisés par Miller par le passé se sont joints à eux. À la fin de la semaine, ils avaient assez de soutien pour organiser une réunion. Le rassemblement a eu lieu à l'église, un terrain neutre où tout le monde devait bien se comporter. Miller est arrivé avec Dawson et 3 autres éleveurs qui soutenaient le projet de barrage. Nathan a amené sa coalition et Clara. Le révérend Matthews a ouvert la réunion, visiblement mal à l'aise avec toute la situation. Nous sommes ici pour discuter des droits sur l'eau et de l'accès au ruisseau Miller. Tom, veux-tu expliquer ta position? Miller s'est levé, confiant et suave. C'est de l'économie simple. Le ruisseau est bas cette année. J'ai 200 têtes de bétail qui ont besoin d'eau. Dawson en a 150. Cole en a 70 au plus. C'est logique. L'eau va là où elle est le plus nécessaire. Le plus rentable, vous voulez dire? Dit Clara doucement. Tous les regards se sont tournés vers elle. Matthews a froncé les sourcils. C'est une réunion d'éleveurs, Mademoiselle Whitmore. Madame Whitmore. Et je suis partenaire du ranch Cole, ce qui me donne autant le droit de parler que n'importe qui ici. Partenaire. Le ton de Miller est rendu le mot insultant. C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant? Nathan a commencé à se lever, mais Clara a posé une main sur son bras. Appelez ça comme vous voulez, Monsieur Miller. Le fait est que ce ruisseau traverse la propriété Cole avant d'atteindre la vôtre, ce qui signifie que tout barrage que vous construisez affecte notre eau en premier. Le ruisseau prend sa source sur mes terres, mais il n'y reste pas. L'eau coule vers le bas et aux dernières nouvelles, ça en fait une ressource partagée. Clara a sorti une carte dessinée à la main. J'ai étudié les registres d'arpentage. Le ruisseau prend sa source dans les hautes terres, traverse le pâturage nord de Patterson, traverse les terres de Cole sur un demi-mile, puis se jette dans les territoires de Miller et Dawson. Selon la loi sur l'eau du Wyoming, les utilisateurs en amont ne peuvent pas restreindre de manière déraisonnable le débit pour les utilisateurs en aval. Le visage de Miller est devenu rouge. Vous êtes ici depuis 1 mois et vous pensez connaître la loi sur l'eau. Je sais lire et je connais la différence entre partager une ressource et la monopoliser. C'est ridicule, a interrompu Dawson. Nous essayons de protéger nos moyens de subsistance. Nous aussi, a dit Nathan. La différence, c'est que nous essayons de le faire sans détruire ceux des autres.
La discussion a duré encore 1 heure, les voix s'élevant et les esprits s'échauffant. Finalement, le révérend Matthews a demandé un vote. Quand les mains se sont levées, la coalition de Nathan a gagné d'une seule voix. Mahler s'est levé lentement, le visage sombre comme un orage. Ce n'est pas fini, Cole. Tu penses que ton petit partenariat te donne du pouvoir? Étendre l'hiver, attendre que les vraies difficultés commencent. Alors on verra combien de temps ton alliance tiendra. Il est sorti en trombe, suivi de Dawson et de ses partisans. Les éleveurs restants semblaient mal à l'aise, comme s'ils venaient de se faire des ennemis qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir. Jack Patterson a tapé sur l'épaule de Nathan. Tu t'es fait un ennemi aujourd'hui, mon garçon. Je sais, mais tu as aussi marqué un point. On ne peut pas laisser des hommes comme Miller écraser tout le monde juste parce qu'ils ont de plus grands troupeaux. Il a hoché la tête en direction de Clara. Ta partenaire a du crin. C'est une chose rare. Après que tout le monde soit parti, Nathan et Clara sont restés seuls dans l'église vide. On a gagné, a dit Clara, mais elle n'avait pas l'air heureuse. On a gagné cette manche. Miller ne va pas l'oublier. Tant mieux, qu'ils s'en souviennent. Qu'ils se souviennent tous que nous ne reculons pas. Nathan l'a regardée, cette femme qui était entrée dans sa vie sans y être invitée et qui avait tout bouleversé. 1 mois plus tôt, il ne voulait rien d'autre que la solitude. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer affronter tout ce seul. Clara, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Les mots sont restés coincés dans sa gorge. 20 ans de peur luttant contre la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Mais avant qu'il ne puisse parler, Clara s'est approchée. Si tu es sur le point de t'excuser de m'avoir mise dans ce pétrin, ne le fais pas. J'ai choisi ça. Je t'ai choisi et je le referai, même en sachant ce que ça coûtera. Surtout en sachant ce que ça coûtera. Parce que l'alternative est une vie où je suis en sécurité, confortable et complètement morte à l'intérieur. Clara a pris sa main. Je suis morte depuis 2 ans, Nathan. Ces dernières semaines avec toi sont la première fois que je me sens vivante depuis la mort de Thomas. Alors, quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble, en tant que partenaire. Nathan l'a prise dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Elle s'y adaptait parfaitement, comme si elle avait été faite pour combler les espaces vides de sa vie. Je vais te demander quelque chose, a-t-il dit dans ses cheveux. Mais pas tout de suite. Pas avant d'avoir quelque chose à offrir à part un travail acharné et des ennemis. Clara s'est reculée pour le regarder. Et si le travail acharné et les ennemis suffisaient? Ce n'est pas le cas. Pour moi, si. Nathan l'a embrassé sur le front, une promesse de plus pour le moment venu. Pour l'instant, c'était suffisant. Debout ensemble dans une église vide, venant de se faire des ennemis de la moitié du territoire, avec rien d'autre que l'un l'autre et un espoir tenace. Ils sont sortis sous le soleil de l'après-midi, et Nathan a réalisé que quelque chose avait changé. Il ne survivait plus. Il vivait. Et ça le terrifiait autant que ça l'exaltait. « Allez, a dit Clara en lui tirant de la main. On a un ranch à gérer et un jardin à entretenir. Et je ne laisserai pas Tom Miller ou qui que ce soit d'autre nous empêcher de construire la vie que nous voulons. » Nathan l'a suivi jusqu'au chariot, regardant la façon dont le soleil se reflétait dans ses cheveux, la détermination de ses épaules. Elle avait raison. Ils affronteraient ce qui viendrait ensuite, ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, cela rendait même l'impossible réalisable. Les représailles ont commencé 3 jours plus tard. Nathan est rentré du pâturage nord pour trouver Clara debout près de la grange, fixant le sol. 20 pieds de clôture avaient été coupés net, et la moitié de leur bétail avait disparu. « Combien ?» a-t-il demandé, sachant déjà que la réponse ferait mal. « 35 têtes, peut-être plus. Elles se sont dispersées avant que je puisse compter. » Nathan a examiné le fil coupé. Des coupes nettes faites avec intention, pas par accident. Ce n'étaient pas des dégâts causés par le temps ou des animaux en liberté. C'était du sabotage. « Miller, tu ne peux pas le prouver. » « Je n'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. » Nathan s'est levé, la rage brûlant dans sa poitrine. Il envoie un message. « Alors on va lui en envoyer un en retour. On va retrouver le bétail, on va réparer la clôture, et on ne lui donnera pas la satisfaction de nous voir craquer. » Ils ont passé les 2 jours suivants à retrouver leurs troupeaux dispersés. Quand ils ont fini, ils avaient en récupéré 28 têtes. 7 avaient disparu, probablement conduites sur les terres de Miller et déjà mélangées à son troupeau. La perte financière était douloureuse, mais le message l'était encore plus. Miller leur disait qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient,
et qu'il ne pouvait rien y faire. Cette nuit-là, Nathan a trouvé Clara dans la cuisine, la montre de poche de Thomas de nouveau ouverte dans sa paume. « Tu regrettes déjà ton choix ?» a-t-il demandé. « Chaque jour. » Elle a levé les yeux vers lui et son regard était féroce. « Et je le referai encore demain. Même si on perd tout. On ne perdra pas tout. On perdra du bétail, de l'argent et peut-être notre réputation dans ce territoire. Mais on ne perdra pas ce qui compte. » Clara a refermé la montre. « D'ailleurs, je ne suis pas venu dans le Wyoming pour jouer la sécurité. Non, tu es venu ici pour enseigner. Je suis venu ici pour vivre. » Enseigner n'était qu'une excuse. Elle s'est élevée et s'est approchée de lui. « Arrête d'essayer de me donner des raisons de partir, Nathan. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ce que je fais. Si tu le fais. Chaque fois que quelque chose va mal, tu me regardes comme si tu attendais que je réalise que j'ai fait une erreur, comme si tu attendais que je te prouve que tu avais raison de rester seul. » Clara a posé sa main sur sa poitrine. « Mais je ne vais nulle part, alors tu ferais mieux d'arrêter de te préparer à mon départ et de commencer à accepter que je reste. » Nathan a couvert sa main de la sienne. « Et si je ne peux pas te protéger, je n'ai pas besoin que tu me protèges. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Il y a une différence. » Avant que Nathan ne puisse répondre, des bruits de sabots ont retenti dans la cour. Il a attrapé son fusil et a ouvert la porte pour trouver Jack Patterson glissant de son cheval, du sang imbibant de sa chemise. « Jack, les hommes de Miller m'ont attaqué sur la route. Ils ont essayé de me faire fuir. » Jack a trébuché et Nathan l'a rattrapé. « Ils ont dit que je devrais reconsidérer mon vote. Ils ont dit que des accidents arrivent aux gens qui se rangent du mauvais côté. » Clara était déjà en mouvement, aidant Nathan à faire entrer Jack. Elle a déchiré sa chemise, révélant une profonde entaille sur ses côtes. « Il faut un médecin, dit-elle. Je ne peux pas aller en ville. »« Le docteur Pritchard est du côté de Miller, » a grimacé Jack. « Contentez-vous de me soigner et laissez-moi me reposer. » Clara a travaillé rapidement, nettoyant la blessure et la suturant avec des mains sûres. Jack n'a pas émis un son, mais Nathan a vu la douleur dans ses yeux. « C'est de ma faute, » a dit Nathan. « Je t'ai entraîné là-dedans. Je m'y suis entraîné tout seul. Ça fait des années que j'attends que quelqu'un tienne tête à Miller. » Jack a pris le whisky que Clara lui a offert. Mais il faut être malin. Miller ne s'arrêtera pas à des clôtures coupées et à de l'intimidation. Il veut tes terres, Nathan. Il veut l'accès au ruisseau pour lui tout seul. Il ne peut pas me forcer à vendre. Non, mais il peut te rendre la vie si misérable que tu abandonneras. Et si ça ne marche pas? Jack s'est interrompu, son sang s'étant clair. Le visage de Clara est devenu pâle. Tu penses qu'il tuerait pour ça? Je pense que les hommes désespérés font des choses désespérées. Et Miller est désespéré d'être le plus grand éleveur du territoire. Après que Jack se soit endormi sur le canapé, Nathan et Clara se sont assis à la table de la cuisine, le poids de la situation pesant sur eux. « On devrait aller voir la loi, » a dit Clara. « Le shérif Dawson est avec Miller. La loi n'est pas de notre côté. Alors on s'adresse à une autorité supérieure. On écrit au gouverneur du territoire, on documente tout ce qui se passe. Le temps que quelqu'un réponde, on pourrait être mort ou en faillite. » Clara a frappé la table de sa main. « Alors, que suggères-tu? Qu'on accepte simplement que Miller gagne? Qu'il puisse voler nos terres et nos moyens de subsistance parce qu'il est plus grand et plus méchant? Je ne sais pas. » La voix de Nathan s'est élevée. « Je ne sais pas comment combattre quelqu'un qui est prêt à tout alors que j'essaie de rester du bon côté de la loi. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer selon des règles que Miller ne suit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? » Les yeux de Clara étaient durs. « Ça veut dire qu'on rassemble des preuves. De vraies preuves. On le prend sur le fait et on fait en sorte que personne ne puisse ignorer ce qu'il fait. C'est dangereux. Tout est dangereux dans cette histoire. Au moins, de cette façon, on agit au lieu d'attendre la prochaine attaque. » Nathan a regardé cette femme qui était entrée dans sa vie en lui préparant le souper et qui planifiait maintenant une contre-offensive contre l'éleveur le plus puissant du territoire. Elle avait raison. Jouer en défense ne fonctionnait pas. D'accord, comment on fait ça? Ils ont passé la semaine suivante à observer, à attendre, à documenter. Clara tenait un journal détaillé de chaque incident. Clôture coupée, bétail manquant, visite menaçante. Nathan parcourait les limites de la propriété la nuit, à la recherche des hommes de Miller. La 8e nuit, il les a vus. 4 cavaliers coupant sa clôture,
conduisant son bétail sur les terres de Miller. Nathan a mémorisé leurs visages, les marques sur leurs chevaux et est allé directement au ranch de la veuve Chen. « J'ai besoin de témoins », lui a-t-il dit. « Des gens que Miller ne peut pas intimider ou acheter. » Madame Chen a écouté son plan, puis a souri. « Je suis trop vieille pour avoir peur de Tom Miller. Je vais aider. » Ils ont rassemblé leur coalition discrètement. Jack, Madame Chen, les deux plus petits éleveurs et Clara. À minuit, ils se sont positionnés autour du pâturage nord de Miller et ont attendu. Juste avant l'aube, les hommes de Miller sont revenus. Cette fois, volant le troupeau de Madame Chen. Mais cette fois, 6 témoins ont assisté à la scène. Et cette fois, Nathan avait apporté un appareil photo emprunté au photographe de la ville. Le flash a illuminé l'obscurité. Les hommes de Miller se sont figés, pris sur le fait, leur visage clair dans la lumière soudaine. « Ça, c'est une preuve », a dit Clara doucement. « Une preuve réelle et indéniable. » Ils ont apporté les photographies au shérif Dawson le lendemain matin, ainsi que des déclarations signées des 6 témoins. Dawson a regardé les preuves, son visage devenant gris. « C'est sérieux. »« C'est du vol de bétail », a dit Nathan. « C'est un crime passible de la pendaison. Miller va tout nier. Ce sont ses hommes, tu le sais. » « Je le sais. Tout le monde dans ce territoire le sait. » Nathan s'est penché en avant. « La question est, vas-tu faire ton travail ou vas-tu le laisser s'en tirer parce que c'est ton ami? » Dawson a fixé les photographies pendant un long moment. Finalement, il s'est levé. « Attendez ici. Il est parti pendant 2 heures. Quand il est revenu, Tom Miller était avec lui, flanqué de 2 adjoints. Le visage de Miller était violet de rage. « C'est un coup monté, » a-t-il grogné. « Ce sont des photographies, » a dit Dawson, fatigué, de tes hommes en train de voler du bétail, avec 6 témoins qui témoigneront de ce qu'ils ont vu. Les témoins peuvent être achetés. Pas ceux-là. Madame Chen s'est avancée. J'ai vécu dans ce territoire pendant 40 ans, Tom Miller. Je n'ai jamais menti et je n'ai jamais été acheté. Si tu veux me traiter de menteuse devant le shérif, vas-y. Mais ça ne changera pas ce que nous avons tous vu. La mâchoire de Miller s'est crispée. C'est à cause du ruisseau. Cole monte tout le monde contre moi parce que j'ai essayé de protéger mes droits sur l'eau. C'est parce que tu as enfreint la loi, a dit Dawson. Et je ne peux pas ignorer des preuves comme celle-ci, Tom. Pas avec autant de témoins. Et alors, tu vas m'arrêter? Je vais arrêter tes hommes. Et je vais recommander au juge territorial d'enquêter sur ton exploitation pour vol de bétail organisé. Dawson avait l'air presque triste. Tu l'as cherché? Miller s'est tourné vers Nathan, les yeux pleins de venin. Tu crois que tu as gagné? Tu t'es fait un ennemi pour la vie. Tant mieux. Au moins, maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. Les adjoints ont emmené Miller. Dawson est resté, l'air mal à l'aise. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, a-t-il dit à Nathan. Mais il est allé trop loin. Il est allé trop loin la première fois qu'il a coupé ma clôture. Tu as juste choisi de ne pas le voir jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'ignorer. Dawson a hoché la tête et est parti. Nathan s'est retourné pour trouver Clara qui le regardait, de la fierté et de l'épuisement dans les yeux. « On l'a fait, dit-elle. On a survécu. Ce n'est pas la même chose que gagner. C'est assez proche pour l'instant. » La nouvelle de l'arrestation de Miller s'est répandue dans le territoire comme une traînée de poudre. Certains ont célébré la chute d'un tyran. D'autres ont chuchoté que Nathan Cole avait pris la grosse tête en s'attaquant à un éleveur respecté. Mais le vol a cessé. L'intimidation a cessé. Et pour la première fois depuis des semaines, Nathan et Clara pouvaient travailler leur ranch sans regarder par-dessus leur épaule. 3 semaines après l'arrestation de Miller, Nathan est rentré du pâturage pour trouver Clara debout dans le jardin, les mains sur les hanches. Elle contemplait les résultats de leur travail. Les haricots avaient poussé. Les tomates mûrissaient sur leur tuteur. Les herbes prospéraient sur les bords. C'était un petit jardin, rien de comparable à ce que sa mère avait cultivé. Mais il était vivant, florissant, la preuve que les choses mortes pouvaient refleurir si quelqu'un s'en souciait assez pour s'en occuper. « Ça a marché », a dit Clara, de l'émerveillement dans la voix. « J'ai vraiment fait pousser quelque chose. Tu as fait pousser beaucoup de choses. » Nathan est venu se tenir à côté d'elle. Le jardin n'est qu'une d'entre elles. Clara l'a regardé et il a vu la question dans ses yeux. Il tournait autour du pot depuis des semaines, les sentiments qu'aucun n'était assez courageux pour nommer. L'avenir qu'aucun n'était tout à fait prêt à revendiquer. « Clara, il y a quelque chose que je dois te demander. » « Nathan, attends. » Elle s'est tournée complètement vers lui.
Avant que tu ne dises ce que tu es sur le point de dire, je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas resté pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas resté parce que je voulais combattre Miller ou sauver le range ou pour l'une des nobles raisons que les gens pourraient supposer. Je suis resté parce que pour la première fois de ma vie, je me suis réveillé excité par la journée au lieu de la redouter. Je suis resté parce que tu m'as regardé comme si j'étais assez forte pour supporter la vérité, au lieu d'être trop fragile pour affronter la réalité. Je suis resté parce que ça, elle a fait un geste vers le ranch, le jardin, la maison, ressemble plus à un foyer que n'importe quel endroit où j'ai jamais vécu. Nathan a senti sa gorge se serrer. Tu as fini pour l'instant? Bien, parce que j'essaie de dire ça depuis des semaines, et je suis sans cesse interrompu. Il a pris ses mains. Je ne suis pas doué pour ça. Je ne me suis soucié de personne depuis 20 ans, et j'ai oublié comment faire. Mais je sais que je ne veux plus me réveiller un matin sans toi dans cette maison. Je sais que je ne veux plus jamais m'asseoir à cette table seule. Et je sais que quelle que soit la vie que nous construisons ici, je veux la construire avec toi. Officiellement, de façon permanente, comme ma femme, pas ma partenaire. Les yeux de Clara se sont remplis de larmes. Nathan Cole, es-tu en train de me demander en mariage? Je te demande si tu resteras pour toujours, même quand ce sera difficile, même quand tout le territoire pensera que nous sommes fous, même quand je serai difficile, têtu et trop brisé pour te mériter. Tu n'es pas brisé. Nous sommes tous les deux fêlés. Mais peut-être que les choses fêlées s'emboîtent mieux parce qu'elles comprennent les bords tranchants de l'autre. Claire a ri à travers ses larmes. C'est peut-être la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite. C'est un oui, c'est un oui. Oui, je t'épouserai. Oui, je resterai pour toujours. Oui à tout, même aux parties qui me terrifient. Nathan l'a attiré près de lui et l'a embrassé, goûtant le sel, la joie et la promesse de tous les lendemains qu'ils construiraient ensemble. Quand ils se sont finalement séparés, Clara souriait. On devrait probablement le dire aux gens. Laisse-les s'en rendre compte. Nathan, on ne peut pas se marier sans le dire à personne. Regarde-moi faire. Mais Clara planifiait déjà, son esprit travaillant sur la logistique. Il nous faudra un révérend et des témoins. Et oh mon Dieu, la ville va devenir folle, tant mieux. Laisse-les parler. Ils n'ont fait que ça de toute façon. Ils se sont mariés 2 semaines plus tard dans la même église où ils s'étaient battus pour leurs droits sur l'eau. Le révérend Matthews a célébré la cérémonie avec une réticence évidente. Mais le regard fixe de Jack Patterson l'a empêché de refuser. Madame Chen était le témoin de Clara. Jack était celui de Nathan. L'église était à moitié vide. Certains s'abstenant par désapprobation, d'autres par peur d'être associés au couple qui avait fait tomber Tom Miller. Mais les gens qui sont venus comptaient. Et quand Nathan a prononcé ses vœux, en regardant dans les yeux de Clara, il pensait chaque mot. Je promets d'être à tes côtés, de me battre à tes côtés, de ne jamais te laisser affronter quoi que ce soit seul, de prendre soin de cette vie que nous construisons comme tu prends soin de ce jardin, avec soin, patience et un espoir tenace. Les vœux de Clara étaient plus simples. Je promets de rester, à travers chaque saison, à travers chaque tempête, jusqu'au jour de ma mort. Ils ont scellé leur promesse par un baiser, et la petite assemblée a éclaté en applaudissements sincères. Au ranch ce soir-là, ils se sont assis sur le porche, regardant le coucher de soleil sur les plaines du Wyoming. Clara s'est appuyée contre l'épaule de Nathan, son bras autour de sa taille. « Le regrettes-tu? » a-t-elle demandé. « De m'avoir laissé rester cette première nuit? » Chaque jour, elle lui a donné un coup de coude. « Menteur! Tu as raison. Je ne le regrette pas. Ça me terrifie, j'en suis reconnaissant. Ça me perturbe, mais je ne le regrette pas. Tant mieux, parce que je ne vais nulle part. Je sais, tu l'as rendu très clair. » Ils sont restés assis dans un silence confortable, alors que le ciel devenait violet et or. Finalement, Clara a de nouveau parlé. « Nathan, merci d'avoir mis 2 assiettes sur la table cette première nuit. De m'avoir laissé te préparer le souper. De m'avoir donné une chance de prouver que j'en valais la peine. Tu n'as jamais été un problème. Tu as été un miracle auquel j'avais trop peur de croire. Et maintenant, je crois en toi, en nous, en l'idée folle que 2 personnes brisées peuvent construire quelque chose d'entier ensemble. » Clara l'a embrassé sur la joue. « Allez, rentrons. J'ai préparé le souper et il commence à faire froid. » Nathan l'a suivi dans la maison. Leur maison maintenant,
entièrement et complètement la leur. 2 assiettes attendaient sur la table, comme cette première nuit. Mais tout avait changé. Il n'était plus seul, il n'était plus vide, il ne faisait plus que survivre. Il vivait, avec une femme qui était entrée dans sa vie sans y être invitée, et lui avait appris que la chose la plus courageuse qu'un cœur solitaire puisse faire, c'était de laisser quelqu'un entrer. Et chaque soir à partir de ce jour, Clara a mis 2 assiettes sur la table, parce qu'elle avait choisi de rester et que Nathan avait choisi de la laisser faire. Et ensemble, ils ont construit une vie qui prouvait que l'amour n'exigeait pas la perfection. Il exigeait juste de se présenter chaque jour, prêt à se battre pour ce qui comptait.